tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Avant toute chose, je voudrais surtout vous remercier chaleureusement de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de vendredi. Vous avez été très nombreux à commenter sous cette vidéo. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Là, je commence à avoir une belle liste d'auteurs et de romans. Je vais être honnête avec vous, il y en a beaucoup que j'ai lues. Il y a certaines propositions que certains d'entre vous m'ont fait qui parlent de romans et de sagas de romans que j'ai lus il y a fort longtemps. Et des auteurs que je ne connais pas du tout et qui, selon vous, sont des incontournables. Donc, voilà, il y a une idée de comment je veux arranger les choses qui commencent à se dessiner un petit peu dans ma tête. Je laisse quand même un petit peu mûrir la chose afin de vous proposer quelque chose qui, je l'espère, sera de qualité. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, va y avoir un qu'as-tu lu. Ça, c'est normal, hein, c'est toutes les semaines pareil. On prend les mêmes et on recommence, sauf que ce ne sont pas les mêmes. Sauf que ce ne sont pas les mêmes romans. Il y aura un petit book haul des réceptions que j'ai faites cette semaine et un petit coup de gueule. Voilà. Alors, je pense que je ne vais pas me faire des amis en balançant ce coup de gueule, mais bon, de toute façon, hein, j'ai une petite chaîne. Ce sera très peu regardé, mais au moins, moi, je l'aurais dit, et ça va me soulager. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le qu'as-tu lu. Cette semaine, j'ai donc lu Emmeline Carlyle, La boussole du Levant, d'Eva de Carlan, aux éditions Inceptio. J'avais lu le tome 1, que j'avais beaucoup aimé, parce qu'on on mêle un petit peu le voyage, les allers-retours dans le passé, l'histoire, et ici, dans ce tome, on va alterner entre deux périodes. On va alterner dans le passé, on va être en 1422, où on va suivre les aventures de Mae, qui est le grand amiral de l'empereur de Chine de l'époque, qui va croiser la route d'une jeune esclave, et qui, cette jeune esclave, elle a un espèce d'artefact avec elle, qui va leur permettre d'ouvrir la voie vers le Levant, vers une contrée encore complètement inexplorée et qui fera sans doute le bonheur de l'empereur de Chine. On revient en 2022 où on retrouve Emmeline qui est toujours archéologue et qui va prêter main forte à son amie Sohan qui procède à des fouilles sous-marines au large de Mayotte. Où il fouille une épave de bateau. Et là, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que forcément, les deux périodes ont un point commun. Forcément. Je dois dire, mais ça c'est mon avis tout à fait personnel, que j'ai beaucoup plus apprécié dans cette lecture tous les passages qui nous remontaient en 1422. J'ai adoré suivre Mae et Shanice. Non, c'est pas Shanice. C'est pas Shanice qu'elle s'appelle, c'est Shani, qui est la jeune esclave qui croise la route de Mae. J'ai adoré suivre leurs aventures. J'ai trouvé ça palpitant, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements dans leurs aventures, qu'il y avait beaucoup de messages de loyauté et d'amitié. J'ai trouvé ça vraiment très j'ai adoré cette période-là. Ensuite, concernant la période actuelle où l'on suit Emmeline et Sohan, mis à part ils sont amis, mais il y a beaucoup plus que ça entre eux. À part leur attirance, leur attirance qui commence qui mûrit un peu plus, et au secret qui se cache derrière ces fouilles, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement palpitant. La fin m'a laissé sur ma faim, forcément, mais voilà, j'ai peut-être
un peu moins aimé que le premier, parce que le premier, j'ai vraiment trouvé que l'action était vraiment palpitante du début à la fin. Ici, j'ai plus préféré la partie en 1422, parce qu'il y a voilà, il y a des combats nautiques, pas nautiques, des combats navals, bref, sur l'eau, entre les gentils et des pirates. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper palpitant. La partie un peu plus moderne m'a un peu moins séduite, mais bon, quelque part, je regrette pas du tout ma lecture. C'est voilà, j'ai beaucoup aimé globalement ma lecture et bah si un jour la suite est publiée n'importe où, bah je suivrai, je retrouverai avec plaisir les aventures d'Émiline, parce que bon, la fin, bah j'aimerais bien savoir la suite. Voilà. Si vous-même vous l'avez lu, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette fin. Je serais ravie de discuter avec vous. Ensuite, j'ai lu Pour nous de Christian Pernoud aux éditions Tornada. C'est la parution du mois d'octobre de la maison d'édition Tornada. Il sort le 3 octobre. Donc il sort jeudi. Il sort jeudi dans toutes vos librairies. Alors, c'est vrai que quand on m'a proposé ce service presse, le synopsis m'a tout de suite plu. Effectivement, Matthew, il est scénariste, il vit à New York, il est scénariste, il est marié à Andrea, et au tout début du roman, on assiste à l'accouchement d'Andrea, qui accouche d'une petite fille, d'une petite Fanny. Matthew est vraiment hyper heureux, voilà, il tient sa petite fille dans ses bras, il est extrêmement ému de tenir sa fille pour la première fois dans ses bras. Il laisse maman et bébé à la maternité, il rentre chez lui et il ouvre la porte-fenêtre, il monte sur la rambarde du balcon et il saute du 15e étage de son immeuble. Matthew, donc, se suicide tout de suite après la naissance de sa fille. Donc, voilà. Voilà comment commence le roman. Et là, tu te dis, mon Dieu, oh là là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce roman? On a, du coup, plusieurs phases dans ce roman. La phase où on va remonter un petit peu dans le passé et qui va nous expliquer pourquoi Matthew va en arriver là. Et tu te doutes hein, quand même qu'il y a quelque chose de pas net hein, dans ce suicide. Et on arrive à une deuxième partie où on est tout de suite après le suicide de Matthew. Et là, à un moment, j'ai lu une scène où je me suis dit, ça pue du cul. Je m'explique. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ne se, voilà, que l'on ne montre pas tout. Et là, je me suis dit, ouais, et si ça s'était passé comme ça? Je poursuis donc ma lecture et arrive la troisième partie. Et là, je me suis dit, ah ah! Oui, je me suis dit ça. Je me suis dit, ah ah! J'avais raison! Il y a bien eu une entourloupe. Bon, après, l'auteur a quand même réussi à me surprendre parce que, en nous expliquant un certain nombre de choses, je me dis, ah oui, bah ça, je ne l'ai pas vu venir. Ok. La fin, elle ne plaira pas à tout le monde. Moi, elle m'a surprise parce que c'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais. Néanmoins, elle n'est pas complètement délirante non plus. Elle est par rapport à d'autres thrillers que j'ai pu lire, voilà, elle est... Comment vous dire? Bon non, je ne vais pas vous dire en fait. Je suis con, hein. Voilà, tout ça pour vous forcer à lire.
Voilà. Mais voilà, je pense que la fin ne plaira pas à tout le monde. Moi, elle m'a surprise dans le sens où c'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais. Mais voilà, moi j'ai vu des choses arriver, mais j'ai quand même trouvé que l'intrigue était quand même assez bien construite. Les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages de Matthew et d'Andrea pour diverses raisons. Et j'ai beaucoup aussi aimé le personnage du grand-père d'Andrea, pour des raisons que je ne vais pas vous évoquer ici parce que ce serait vous spoiler pas mal de choses. Donc, un conseil, lisez-le et revenez-en discuter avec moi par la suite. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture parce que c'est le premier roman de l'auteur que je lis. J'ai trouvé que sa plume était très addictive, parce que j'ai pas, voilà, je crois que j'ai lu le roman en 2 jours. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, il y a beaucoup de choses que j'ai vu arriver, certaines choses moins. Et la fin, voilà, la fin est un tout petit peu surprenante pour des gros lecteurs de thrillers, j'entends. Voilà. Donc j'espère vous avoir vraiment donné envie de lire ce roman. Ensuite, j'ai terminé l'écoute d'un service presse audio que j'avais obtenu grâce à la plateforme NetGalley. J'ai écouté Les Mouettes de Thomas Cantaloupe. C'est ça, Cantaloupe. Aux éditions Fleuve Noir. Je vous mettrai la petite vignette ici. Donc ici, on est dans l'univers de la série Le Bureau des légendes. Série que je n'ai jamais regardée, mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Donc c'est ce qui m'a un petit peu titillé ma curiosité quand j'ai vu que ce service presse était disponible. Donc dans ce roman, on va suivre une équipe d'agents de la DGSE, du service action plus précisément, qu'on appelle les Mouettes. Ces agents, ils sont envoyés en mission à travers le monde entier, et leur but, c'est d'accomplir leur mission sans faire de vagues, sans que l'on s'aperçoive de quoi que ce soit, et bref, de remplir tous les objectifs de leur mission. Et là, en fait, le but de leur action, c'est que personne n'en entende parler, mais qu'ils arrivent quand même à aboutir à leur objectif. Et donc, l'auteur va nous plonger dans le quotidien de ces agents, dans la préparation des missions, dans l'établissement des plans de ces missions, de toutes les options qui peuvent être envisagées avant la partie terrain. Quand on arrive sur la partie terrain, tous les événements extérieurs qui peuvent arriver et qui ajoutent des petits grains de sable dans les rouages de ces missions. Les initiatives personnelles, parce que ça arrive que des agents qui veulent absolument aboutir à l'objectif de la mission font cavalier seul, quitte à se mettre en danger. Alors là, l'auteur a décidé de placer son intrigue selon une certaine géographie, et on a quand même certains éléments de géopolitique qui ne sont pas assommants du tout. Ça permet juste, voilà, de bien placer le décor de ces missions et toutes les difficultés que ça peut engendrer, à la fois politique et militaire également. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement addictif, c'est extrêmement bien écrit. Et je me suis vraiment attachée aux personnages parce que voilà, ce sont des agents des services secrets français, mais qui sont malgré tout humains. Voilà, ils ont des sentiments, ils ont une vie. Alors bon, on nous explique quand même que le quotidien d'agents de la DGSE, c'est pas franchement le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Ils ont beaucoup de difficultés. Et
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce côté un petit peu où on les explique un peu l'envers du décor, le côté vie privée de ces agents. J'ai beaucoup aimé. Puis alors, je sais pas si l'auteur verra cette vidéo, mais bon, Thomas, permettez-moi de vous appeler Thomas. On en parle de la dernière phrase du roman? Hein? C'est quoi cette fin? Ah, voilà, le lecteur. Alors je vous préviens tout de suite, on n'est absolument pas préparé à la dernière phrase du roman. Quand je l'ai écouté, j'ai fait quoi? Et puis après, c'est fin. Je dis quoi? Mais enfin, on peut pas laisser le lecteur comme ça. Est-ce que voilà, est-ce qu'on terminerait un épisode du Bureau des légendes comme ça? Très certainement oui. Et je peux même dire que ce serait très certainement la dernière phrase que prononcerait un des personnages de la série au dernier épisode de la saison et qu'il faudrait attendre au moins 6 mois, voire un an pour avoir la suite. Donc là, on en est au même point. Donc je dis, c'est pas très gentil, hein, monsieur Thomas, hein, d'avoir fait ça au lecteur. Franchement, pas gentil du tout. En tout cas, pour en revenir au roman, si vous aimez les romans d'espionnage, si vous avez aimé la série Le Bureau des légendes, allez-y, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu dans l'univers de la série. Donc on peut retrouver des personnages de la série. Donc allez-y, si vous avez aimé, plongez dans la lecture ou dans l'écoute de ce roman, vous en serez sûrement extrêmement ravis. Alors, voilà, le point lecture étant terminé, je vais donc passer aux réceptions que j'ai faites la semaine dernière. J'ai reçu, et je suis joie, j'ai reçu Le bien, le mal et l'histoire de Jody Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie, le livre 14, publié aux éditions Hervé Chopin. C'est avec une certaine émotion que j'ai reçu ce roman, parce que c'est le tome final des Chroniques de Sainte-Marie. Je vous l'ai déjà dit, c'est une série que je suis depuis ses débuts. Ça fait 14 ans maintenant, parce que ça fait quasiment depuis le début de mon blog que je suis cette saga. J'ai lu tous les tomes, je me suis énormément attachée au personnage. J'ai une de mes abonnées qui me demandait comment tu abordes, comment tu vas aborder cette fin. J'ai à la fois super hâte de savoir comment ça va se terminer pour tous ces personnages. Et j'ai quand même un petit pincement au cœur pour me dire que c'est le dernier et que après, il n'y en aura plus. Voilà, c'est vraiment le dernier de chez dernier. Donc voilà, il sort le 3 octobre également. Ouais, c'est ça, il sort le 3 octobre. Donc jeudi, je vais le lire très prochainement. Il va faire partie de mes envies livresques du mois d'octobre. Ensuite, et ça a été une surprise, parce que les deux suivants, ce sont des surprises. Je vous explique. J'avais sollicité ces deux services presse auprès des maisons d'édition, tout en ne sachant pas si j'allais les recevoir ou non, car je n'ai eu jamais de réponse de la part de la maison d'édition. Et là, la semaine dernière, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres le nouveau Harlan Coben, Méfie-toi, aux éditions Belfond. Et là, j'étais super contente parce que c'est mon premier Harlan Coben que je reçois en service presse. Tous les Harlan Coben que j'ai lus, je les ai achetés ou je les ai empruntés à la bibliothèque. Celui-ci, c'est mon premier service presse de Harlan Coben. Je suis ravie. En plus de ça, j'aime beaucoup la couverture. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, elle est un petit peu en surbrillance, en couleur verte. Ça donne un petit peu de peps. Ici, on va suivre un des personnages récurrents d'Harlan Coben, l'agent Myron Bolitar. Quand deux agents du FBI viennent lui poser cette question, alors, où est Greg Downing? Myron Bolitar croit à une mauvaise blague, car son ami Greg, coach légendaire de la NBA, est mort depuis 3 ans.
Or, son ADN vient d'être retrouvé sur la scène d'un crime particulièrement atroce. Coïncidence, mensonge, machination. Avec Wynne, son éternel acolyte, Myron se lance dans une dangereuse chasse aux fantômes. Si Greg est sorti de terre, il veut être celui qui le trouvera, mais réveiller les morts a un prix et Myron pourrait bien le payer très cher. J'ai déjà lu quelques romans de la série avec Myron Bolitar. J'aime beaucoup, j'aime bien ce personnage qui sort un petit peu des sentiers battus. J'avais les derniers Harlan Coben, j'avais bien aimé mais sans plus. Donc j'espère très sincèrement que je vais surkiffer celui-ci. Et enfin, alors c'est pareil, hein, celui-ci, je l'avais sollicité auprès de la maison d'édition, mais je ne savais pas du tout si j'allais le recevoir et je pensais, et franchement pour moi je j'allais pas le recevoir, mais quelle ne fut pas ma surprise la semaine dernière de recevoir le dernier roman d'Olivier Truc, Le Premier Reine, aux éditions Métayer Noir, que je remercie vraiment infiniment d'avoir répondu à ma sollicitation. J'aime beaucoup Olivier Truc. J'avais adoré son premier roman, Le Dernier Lapon, qui se passe en Laponie. Hein. Bien joué, l'araignée. Qui se passe donc dans les terres du Nord. J'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'avais aimé ça. Et donc ici, quand j'ai vu que son nouveau roman était sorti, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'Olivier Truc est journaliste et il a vraiment une façon d'écrire extrêmement visuelle, extrêmement factuelle, ce qui rend ces romans policiers extrêmement réalistes, en fait. Donc ici, on est en Laponie suédoise, des corbeaux et des loups, des rennes et des rêves. En pleine période du marquage des fans, un troupeau de rennes est décimé le long de la voie ferrée qui transporte le minerai de fer. Nina Nansen et Clémette Nango, enquêteurs de la police des rennes, se retrouvent au cœur d'un conflit qui déchire un clan d'éleveurs Sami. Il y a aussi Anya, une jeune Sami marginalisée, à qui on a confié le pouvoir de tuer. Anya, celle qui voulait écouter les pierres de la toundra, celle qui ne veut plus se taire, celle qui ne veut plus plier, celle qui voudra inventer le grand récit. Face à une colonisation qui ne dit pas son nom, elle va entrer en résistance avec ses propres méthodes et ses démons qui vont croiser ceux de Clémette. Les enjeux énormes des terres rares et de la survie des Samis en tant que peuple se télescopent. Pour assurer la transition énergétique, faudra-t-il sacrifier ce peuple d'éleveurs de rennes? Dans le paysage incroyable d'un solstice d'été dans le Grand Nord, Olivier Truc nous raconte avec un talent irrésistible les luttes du pays Sami, un thriller magnifique. Voilà, Olivier Truc, il a à cœur de mettre en avant toutes les tribus qui vivent encore en Laponie, ces tribus qui... ancestrales qui veulent continuer d'exister selon leurs traditions, malgré un monde moderne qui les entoure et qui gangrène peu ou prou leur territoire d'année en année. Voilà, si vous voulez si vous voulez découvrir Olivier Truc, je vous conseille vraiment son premier roman, Le Dernier Lapon. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et enfin, je vous ai parlé en début de vidéo d'un petit coup de gueule que je voulais passer. Et ça concerne les services presse. Bon, vous avez vu, bon, j'en reçois quelques-uns. C'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les jours. Voilà, j'en reçois peut-être une fois de temps en temps. Et c'est pas peut-être un tous les 2 mois. Et encore, c'est pas toujours le cas. Je suis partenaire de quelques maisons d'édition. Et il m'arrive, là comme pour certains titres, que je sollicite directement les maisons d'édition pour un titre. Alors, soit on ne me répond pas et je reçois rien, soit on ne me répond pas et je reçois. Alors ça c'est super, je remercie la maison d'édition, il n'y a pas de souci. Et il y a des fois, on me répond en me disant, je pense notamment à une maison d'édition en particulier, dont l'attaché de presse m'a répondu en me disant que voilà, la maison d'édition n'envoie pas de service presse parce que ça lui coûte extrêmement cher et qu'elle n'a pas les moyens d'envoyer des services presse. J'ai dit ok, merci de votre réponse, cordialement, machin. Bref. Sauf que, quelques jours plus tard, sur Instagram, je vois passer une story de quelqu'un que je suis et qui remerciait la dite maison d'édition pour l'envoi d'un service presse. Et là, je me suis dit...
bah on m'a un peu prise pour une conne. Alors, mon coup de gueule est le suivant. J'aimerais vraiment qu'on arrête l'hypocrisie dans le monde des maisons d'édition, des influenceurs littéraires et blogueurs. J'aimerais qu'on arrête un petit peu l'hypocrisie. On est tous adultes. Je pense que n'importe qui peut entendre que bah non, on n'enverra pas de service presse parce que voilà, le compte, voilà, ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube n'est pas assez développé, tu n'as pas une audience suffisante, que tu ne corresponds pas à la ligne éditoriale. À partir du moment où la réponse négative est argumentée, ça peut s'entendre, mais arrêtons de nous prendre pour des jambons. Voilà, sur Instagram, tout se sait. Tout se sait. Donc, à partir du moment où on te dit non, parce que ton audience n'est pas suffisante, voilà, tu nous intéresses pas, point. Ça fait pas toujours plaisir à entendre, certes, mais au moins, c'est clair. Après, si tu veux vraiment travailler avec cette maison d'édition, eh ben, tu développes ton compte pour avoir l'audience susceptible d'intéresser cette maison d'édition. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pareil, c'est comme pour les appels à partenariat qui vont commencer à... Voilà, la période de recrutement va commencer parce qu'on arrive en fin d'année et que les partenariats sont renouvelés d'année en année. Et ben, tous les ans, je postule à plusieurs partenariats. Tous les ans, j'ai des réponses négatives. Et quand tu regardes les comptes qui sont sélectionnés, c'est des comptes qui ont vraiment une audience plus grande que la mienne. Mais qu'on ne vienne pas me dire que tout le monde a sa chance. Je pense qu'à arriver un moment, il faudrait que pour ces ouvertures à partenariat, les maisons d'édition annoncent les choses clairement. Parce que c'est pas la peine de faire miroiter, de faire miroiter monts et merveilles à des gens, alors que pertinemment, ça ne se fera pas. Je pense qu'on est tous en capacité d'entendre ces choses. Après, je vous dis, ça fait pas toujours plaisir sur le moment, mais au bout d'un moment, faut être honnête les uns envers les autres. Voilà. Donc on dit toujours oui, Instagram, voilà, c'est la bienveillance, c'est l'honnêteté. Pas tout le temps, hein. Franchement, pas tout le temps. Alors, peut-être que ce coup de gueule ne fera pas plaisir à tout le monde, mais voilà, au moins c'est dit. De toute façon, je pense que je resterai petite chaîne et petit compte pendant encore longtemps. Je pense que cette vidéo sera perdue dans le... Donc voilà, je me suis un petit peu fait couper la chic. Voilà, c'est l'essentiel du coup de gueule. J'aimerais un peu plus d'honnêteté, un peu plus de franchise et qu'on arrête de nous prendre pour des enfants. Voilà. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!